Le 14 janvier 1991, Anaïs Marcelli, une petite fille de 10 ans, ne rentre pas de l'école. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Elle va venir, il va y avoir quelque chose, il y aura un élément, il y aura quelque chose, on va me téléphoner. Les jours passent et Anaïs demeure introuvable. Alors Anaïs, si tu peux me voir et si tu m'entends, essaie de prendre contact avec nous. Aucun indice, aucun témoignage ne permet de localiser l'enfant. Anaïs avait disparu. On ne savait pas où, ni comment, ni rien. 3 mois après sa disparition, le corps d'Anaïs est retrouvé enseveli sous un tas de pierres. La terre s'effondre, là, effectivement, on est anéanti. Dans plusieurs lettres anonymes, un homme revendique le meurtre. Cet auteur anonyme s'adresse à moi en disant, voilà, eh bien c'est moi. C'est moi qui ai enlevé et tué cette petite fille. Rapidement, les enquêteurs soupçonnent le grand-père d'Anaïs. On ne peut pas savoir exactement où se trouvait Bernard entre 18 et 20 heures. Or, Anaïs disparaît entre 18 et 20 heures. Et si Anaïs avait été la victime d'un tueur en série belge? C'est un coup de théâtre. L'affaire Anaïs semble relancée. Depuis le début de l'affaire, aucune piste n'est écartée. J'estime avoir des éléments nouveaux qui pourraient intéresser l'enquête. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Negar Haeri, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur cette affaire. Nous sommes à Mulhouse, dans l'est de la France. C'est ici qu'en janvier 1991, une petite fille a disparu en rentrant de l'école. Anaïs Marcelli avait 10 ans. Son tueur l'a étranglée avant d'abandonner son corps au bord d'une route nationale. Aujourd'hui, ce crime atroce reste impuni et pourtant de nombreuses investigations ont été menées et des moyens d'enquête inédits ont été utilisés. Retour sur une affaire qui demeure à ce jour non élucidée. 18h15, 18h20, je regarde ma montre et je vois que la petite, n'est pas là. Alors j'ai tout de suite à Jean-Marc, j'ai dit mais au fait, Anne. Cherche dans chaque recoin et frappe aux portes de l'église, en vain. Puis elle retourne à l'appartement en espérant y retrouver sa fille. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Elle va venir, il va y avoir quelque chose, il y aura un élément, il y aura quelque chose, on va me téléphoner pour me dire qu'elle est là. Cela fait maintenant 1h30 qu'Anaïs a disparu. À 19h28, Martine décide d'appeler le commissariat, persuadée qu'il est arrivé quelque chose de grave. Après l'appel à la police, les services donc, de la brigade des mineurs se déplacent au domicile de la petite fille, prennent contact avec les parents et naturellement prennent le signalement. Les policiers recueillent les premières informations nécessaires pour lancer les recherches. Martine se souvient que sa fille portait une jupe plissée bleu marine, un pull vert, des collants rouges, des bottes, un anorak et un sac d'école aux couleurs fluorescentes. Je crois qu'on m'a demandé une photo et c'était, je crois, j'avais une photo récente là, qu'elle avait fait à l'école et j'ai donné cette photo. Anaïs mesure 1,52 m. Elle a les cheveux châtains mi-longs, un visage rond et des yeux bruns. Les policiers apprennent que la veille, Anaïs a été grondée par sa mère parce qu'elle avait oublié son classeur à l'école. Est-il possible qu'elle ait fugué à cause de cette dispute? C'était pas une grande dispute le dimanche, là, c'était simplement le fait de dire, voilà, il va falloir que tu travailles, il va falloir... Mais pas un truc méchant le soir, on était ensemble, on se câlinait, il n'y avait pas ça. Pourtant, les enquêteurs envisagent sérieusement l'hypothèse de la fugue. Mais pour Martine Meyer, c'est impensable. Je ne la vois pas fuguer ça, je ne la vois pas. Puis elle m'aimait trop, on s'aimait trop, elle m'aurait pas fait ça. Elle m'aurait pas fait ça. Jamais de la vie. Cela fait déjà plus de 3 heures qu'Anaïs devrait être rentrée chez elle. Le signalement physique de la petite fille est transmis à toutes les patrouilles de police et des contrôles routiers sont mis en place.
À 21h30, devant la gravité de la situation, les enquêteurs décident de prévenir le père d'Anaïs, qui vit à une trentaine de kilomètres de Mulhouse. Rapidement, Patrick Marcelli arrive chez son ex-femme. Bernard, le grand-père maternel d'Anaïs, les rejoint. Ensemble, ils décident d'arpenter le quartier. On a exploré toutes les rues. On a commencé par les rues qu'elle aurait dû emprunter. On a commencé par les rues annexes. On a fait tout le quartier, effectivement, jusque tard dans la nuit, quoi, sans qu'on aboutisse à quoi que ce soit, malheureusement, quoi. On trouve rien du tout. Hein. On trouve rien. On trouve pas de traces, on trouve rien. Rien. Bon, l'inquiétude montait, quoi, effectivement. Là, on commençait sérieusement, en tout cas personnellement, et bon, tout le monde, hein, on commençait tous à... Là, effectivement, à se dire, c'est pas normal, quoi. Donc, il y a quand même quelque chose d'angoissant. La nuit passe, sans aucune nouvelle. Dès le lendemain matin, les recherches reprennent. Tous les moyens sont alors mis en œuvre. Les forces de police ont fait des recherches, ont ratissé tous les squares, les endroits boisés, les locaux vides, où un enfant aurait pu se trouver. 2 jours déjà qu'Anaïs a disparu. 2 jours que la police et ses parents la recherchent sans relâche. Il y avait même des maisons, des fois, avec personne, on rentrait dedans, on allait regarder. On espérait toujours, jusqu'à l'improbable, quoi. Tout, on a tout essayé, quoi. Patrick Marcelli décide de transmettre sur une chaîne de télévision locale un message à l'attention de sa fille. Alors Anaïs, si tu peux me voir et si tu m'entends, essaie de prendre contact avec nous. Il ne te sera fait aucun reproche et on t'attend. Mais Anaïs ne se manifeste pas. La brigade des mineurs fait du porte-à-porte dans l'espoir d'obtenir un témoignage. Les enquêteurs commencent une enquête de voisinage proche, autour du domicile, sur le chemin de l'école, à l'école, parmi les parents d'élèves. Et puis, naturellement, l'enquête de voisinage va de plus en plus large au niveau du quartier, et même voire de la ville de Mulhouse. Les investigations établissent que la dernière personne à avoir vu Anaïs est un de ses camarades de classe. Je sortais de l'école et puis Anaïs, elle était derrière moi, je crois. Et puis il y avait Simon, un de mes copains, qui était près du parc, puis qui marchait un peu plus vite que nous. Anaïs l'a croisé, elle a traversé, et Anaïs nous a croisés, puis je sais pas si elle est passée par la rue ici ou continuait sur la rue de Bâle, mais non, pas d'habitude, elle passe sur la rue de Bâle. Pour rentrer à l'école, Anaïs a donc emprunté la rue Nordfeld. Puis elle a longé l'église Sainte-Geneviève, a tourné sur la rue de Stalingrad et s'est dirigée vers la rue de Bâle. C'est ici qu'elle a été vue pour la dernière fois par ses camarades, à 200 mètres de son domicile. Jean-Marc, les affaires de disparition d'enfants sont toujours extrêmement bouleversantes. On sent bien que les recherches s'engagent très vite et qu'il y a un sentiment d'urgence très fort. Oui, c'est une situation très difficile car on le sait bien, plus les heures passent, plus les chances d'un dénouement le plus heureux possible s'amenuisent. On estime que les premières 24 heures sont décisives. Alors bien évidemment, les enquêteurs mettent en œuvre très rapidement des moyens importants. Les enquêteurs évoquent tout de suite l'hypothèse d'une fugue. Croyez-vous vraiment qu'une enfant de 10 ans pourrait décider de fuguer un soir d'hiver, dans la nuit et dans le froid ? Il y a 3 hypothèses, la fugue, l'accident ou l'enlèvement. Et là, on ne peut pas écarter l'hypothèse d'une fugue. On sait bien que les parents d'Anaïs sont séparés, que cet enfant peut souffrir de cette séparation et qu'elle ait souhaité rejoindre son père. Mais après quelques vérifications et les heures passant, il faudra abandonner cette hypothèse car on sait bien qu'une enfant de 10 ans n'a pas les moyens ni physiques ni financiers en plein hiver de fuguer bien longtemps.
On a vu le père d'Anaïs, Patrick Marcelli, lancer un appel à sa fille sur une chaîne de télévision. Selon vous, est-ce que ce sont les enquêteurs qui l'ont poussé à faire cette démarche? Non, ce ne sont jamais les enquêteurs, gendarmes ou policiers qui poussent les parents à faire de telles démarches. Ce sont plutôt les journalistes qui encouragent et facilitent l'enregistrement et la diffusion de tels messages. Certains de ces messages s'adressent au ravisseur, certains autres à l'enfant lui-même. Mais il peut y avoir un risque pervers dans ce type de diffusion. Ça peut encourager le prédateur à se débarrasser plus rapidement de l'enfant qu'il détient. Mais bien évidemment, on ne peut pas en vouloir aux parents d'utiliser tous les moyens possibles pour récupérer leur enfant. Anaïs a disparu en rentrant seule de l'école à pied. Et pourtant, la faible distance qui lui restait à parcourir était bordée de maisons et suivait des routes très empruntées. Comment une enfant peut-elle disparaître comme ça en pleine ville? Vous le savez, Arnaud, j'ai travaillé sur une affaire un peu similaire. Il s'agit de la disparition d'Estelle Mouzin le 9 janvier 2003 à Guermantes, dans la région parisienne. Cette petite fille a disparu alors qu'elle était sur le chemin qui la menait de l'école à son domicile. À l'époque, aucun témoignage, aucun indice n'a permis d'orienter les enquêteurs sur une piste sérieuse. Et à ce jour, on ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé. En ce qui concerne la disparition d'Anaïs Marcelli, au début de l'enquête, c'est un peu la même chose. L'enquête de voisinage n'a pas permis de recueillir de témoignages positifs. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien entendu. Mais vous savez, je crois qu'à l'heure de la sortie de l'école, les regards ne sont pas attirés par les enfants. Il est normal de les voir, pour les uns, marcher sur le trottoir avec leur cartable sur le dos, pour les autres, monter dans des voitures. Vous pensez vraiment que Anaïs aurait pu être enlevée sans que personne ne voie rien, sans que personne ne remarque quoi que ce soit? On imagine que la violence est utilisée en général pour enlever un enfant. Or, ce n'est pas le cas, c'est bien souvent la ruse qui est utilisée. Et une des ruses connues consiste à dire à l'enfant: ta maman a été victime d'un accident, elle est hospitalisée, je vais t'accompagner à l'hôpital. Et la méfiance de l'enfant disparaît devant la crainte qu'il a de voir sa mère hospitalisée. Il suit alors l'inconnu. C'est la raison pour laquelle il faut dire, redire et répéter aux enfants de ne jamais suivre un inconnu. Les policiers de Mulhouse cherchent maintenant à cerner la personnalité d'Anaïs et à connaître le quotidien de son existence. Ces informations sont toujours primordiales dans les cas de disparition. Anaïs était une superbe jeune fille et je me réjouissais déjà pour me promener à ses côtés, que ça achèterait ses premières chaussures à talons et tout. Ah oui, j'en étais très, très, très fière. Elle aimait rire, elle aimait s'amuser. C'était comme une enfant de 10-11 ans, quoi. Elle était heureuse de vivre, tout simplement, quoi. Les parents de la petite fille se sont séparés peu de temps avant sa disparition. Anaïs a d'abord vécu chez son père. Cela faisait tout juste 5 mois qu'elle était revenue à Mulhouse, chez sa maman. Elle m'avait dit on ne se séparera plus jamais, maman, on ne se séparera plus jamais. J'ai dit non, je te promets, on ne se sépare plus. Elle était heureuse comme tout, moi aussi, bien sûr. On s'était retrouvés, quoi. Anaïs était heureuse de revenir avec sa maman, effectivement. Le compagnon de Martine s'occupait bien d'elle, lui préparait les repas. Et donc, elle était contente de retrouver sa mère. Réunis dans l'angoisse, les parents d'Anaïs ne cessent de se poser les mêmes questions. Où est-elle? Est-il possible qu'elle ait été enlevée à moins de 200 mètres de chez elle? Pour tenter d'obtenir des témoignages, ils décident d'éditer un avis de recherche. Je crois qu'on a dû en imprimer plus de 5000 exemplaires qui ont été mis partout, des exemplaires que j'ai personnellement envoyés même dans d'autres régions. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient bénévoles qui sont venus et qui l'ont placardé partout, quoi, en ville, partout. L'avis de recherche est traduit et diffusé à l'étranger, en Allemagne, Suisse, Belgique, Espagne et Italie. De nombreux témoignages affluent au commissariat de Mulhouse. Mais toutes les vérifications menées sont sans résultat. Pour la maman d'Anaïs, ces faux espoirs sont insoutenables. Au début, vous y croyez plein pot, entre guillemets. Puis après, vous vous rendez compte qu'il y en a beaucoup de gens qui s'amusent quand il y a des gens d'affaires. Après, on veut du concret, quoi. On veut du concret, on veut Anaïs. On veut Anaïs. C'est tout. On veut Anaïs. C'est vrai que tous les appels et autres, on essayait de s'y accrocher, mais au fond, on savait que c'était sans espoir et que c'était de fausses rumeurs ou
des gens qui essaient de se sentir intéressants. Anaïs avait disparu. On ne savait pas où, ni comment, ni rien. Elle était passée où, était-elle vivante, elle était en... On ne savait rien, en fait. C'était des grosses questions. La médiatisation de l'affaire va alors entraîner un autre type de témoignage. Des voyantes, cartomanciennes ou autres radiesthésistes affirment savoir où se trouve la petite grâce à leur pouvoir surnaturel. Quand on est dans ce cas-là, on est prêt à croire à tout et à suivre n'importe quelle indication pourvu qu'on ait quelque chose à faire. Les voyantes, les radiesthésistes, j'avais quand même un espoir, oui. Après, j'avais quand même un espoir. Mais vous savez, on se raccroche à tout, hein. Même si ça paraît pas possible, on se raccroche. Même si c'était quelque chose de pas très cartésien, on a tout essayé. Le 19 janvier, Patrick Marcelli reçoit l'appel d'une radiesthésiste. Cette radiesthésiste qui nous signalait la présence d'Anaïs dans un local noir, sombre, et qu'elle pouvait être empêchée d'en sortir par la présence d'un animal, quoi. À cette occasion-là, donc, j'ai effectivement appelé la police pour leur signaler le fait. Les pistes donc sont vérifiées, même si elles sont farfelues, parce qu'on ne peut pas occulter une piste. Comme la radiesthésiste a évoqué le zoo, les policiers se rendent au parc animalier. On passe le zoo au peigne fin, on explore tous les lieux qui pourraient correspondre à ce qui a été indiqué. Les parents d'Anaïs n'oublieront jamais cette nuit dans les allées désertes du zoo. On criait Anaïs pour tout le monde. On criait en espérant, parce qu'on s'est dit peut-être qu'elle est coincée quelque part, et voilà. On essayait de la trouver là, quoi. Mais une fois de plus, les recherches sont infructueuses. À chaque fois, c'est la déception. Puis, bien sûr, vous tombez dans le chaos, quoi. C'est une descente aux enfers à chaque fois. Mégare, 5 jours après la disparition d'Anaïs, une information judiciaire est ouverte pour enlèvement d'enfants. Des avis de recherche sont diffusés et de nombreux témoignages affluent. Parmi ces témoignages, il y a hélas un certain nombre de déclarations mensongères. Je pense qu'il serait bon de dire à quoi on s'expose quand on fait ça. Alors, ce sont des blagues d'un goût vraiment douteux, avec surtout de réelles conséquences. Vis-à-vis des parents, ça crée à chaque fois un espoir qui finit par tomber de manière brutale et douloureuse, et on l'a encore vu dans le témoignage de la mère d'Anaïs. Et puis vis-à-vis des enquêteurs, ça les expose à des recherches qui sont inutiles et qui, d'une certaine manière, portent atteinte à leur autorité. Alors, pour cette dernière raison, on pourrait peut-être envisager la qualification d'outrage, qui fait encourir à son auteur une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. On parle aujourd'hui beaucoup d'alerte enlèvement. Ce dispositif qui se met en place immédiatement après la disparition d'un enfant a prouvé à plusieurs reprises son efficacité. Est-ce qu'il aurait été utile dans le cadre de la disparition d'Anaïs Marcelli ? Ce dispositif n'existait pas encore à l'époque des faits parce qu'il n'a été créé en France qu'en 2006. Mais en réalité, Arnaud, il n'est même pas certain qu'il aurait pu être utilisé s'il avait existé alors, parce que la mise en œuvre de l'alerte enlèvement, pour qu'elle soit pleinement efficace, exige qu'on fournisse à la population un certain nombre d'éléments descriptifs utiles sur l'auteur de l'enlèvement, comme par exemple son identité, les vêtements qu'il portait ou encore son moyen de déplacement. Or, dans notre affaire, il n'y avait aucune information sur l'auteur de l'enlèvement. Et c'est la raison pour laquelle l'alerte enlèvement n'aurait probablement pas pu être utilisée. Les enquêteurs vont obtenir que des recherches d'envergure soient effectuées. Le canal du Rhône au Rhin, qui traverse Mulhouse, va alors être l'objet d'investigations très importantes. 7 jours après la disparition, ce canal, qui passe à seulement 200 mètres de l'appartement familial d'Anaïs, commence à être fouillé. On ne pouvait pas écarter l'hypothèse qu'elle se soit approchée de ce canal et qu'elle y soit tombée. Pendant 2 jours, les 21 et 22 janvier 1991, toutes les opérations possibles sont menées. Le canal a été vidé sur 3 km, le fond a été sondé, la boue a été retournée. Martine Meyer se souvient de ces 48 heures d'angoisse. La peur. Parce qu'on sait que si une nouvelle tombe, elle ne peut être que mauvaise, si le canal est vidé. Et si on trouve Anaïs, on sait que c'est foutu. Mais le corps d'Anaïs n'est pas retrouvé. Et il va falloir attendre le 2 mars 1991, soit 1 mois et demi après la disparition, pour que les enquêteurs tiennent enfin une première piste sérieuse. Pour la première fois, la police semble tenir un suspect.
En effet, ils ont arrêté un individu qui s'est introduit par effraction dans un immeuble. Et en fouillant dans les affaires de cet individu de 26 ans, les policiers font une découverte très intéressante. Il se trouve que cette personne, qui était plus ou moins classée comme SDF, avait sur lui à la fois la fiche de la recherche et les coordonnées de la maman d'Anaïs. L'homme est immédiatement placé en garde à vue. Il explique avoir trouvé l'avis de recherche d'Anaïs à la gare de Nice. Il aurait alors décidé de se rendre à Mulhouse pour participer aux recherches, pensant qu'il serait un peu rémunéré pour cela. Les investigations menées prouvent que le SDF dit vrai. Il n'était pas à Mulhouse au moment de la disparition. Il ressort donc libre du commissariat. 2 semaines plus tard, une nouvelle information parvient aux policiers. Le 22 mars, à peu près 2 mois après la disparition d'Anaïs, un homme se présente au commissariat de Mulhouse pour apporter un billet qu'il a trouvé devant ses garages. Sur le billet, quelques mots manuscrits. « Je m'appelle Anaïs et j'ai été pris par un monsieur. » Un détail important, ce bout de papier est sec, malgré les pluies abondantes de ces derniers jours. Donc ce billet a été déposé récemment devant les garages, donc ça était une piste intéressante. Est-il possible que ce mot ait été écrit par Anaïs ? Un expert graphologue se penche sur le message et compare les lettres avec celles tracées sur les cahiers d'école d'Anaïs. La conclusion, c'est que Anaïs n'a pas écrit ce mot. C'est pas son style, c'est pas sa façon d'écrire. Encore une fois, une fausse piste. Pour Martine Meyer, cet énième faux espoir est insoutenable. La méchanceté humaine, oui, la méchanceté humaine. On ne savait pas que c'était à ce point-là que c'était possible d'être aussi vil, quoi. Cela fait maintenant 2 mois et demi qu'Anaïs a disparu. Est-elle encore vivante? Est-elle morte? Impossible de répondre à ces questions. C'est alors que des policiers belges prennent contact avec leurs homologues français. Les enquêteurs donc reçoivent des informations des policiers belges, puisque eux, ils ont des cas d'enfants qui ont été enlevés, qui ont disparu, dans des circonstances inquiétantes. Les enquêteurs belges font un rapprochement entre la disparition d'Anaïs et celle de 2 petites filles. Elisabeth Brichet, 12 ans, qui a disparu le 20 décembre 1989 à Namur, 1 an et 20 jours avant Anaïs. Et Nathalie Geichbret, 10 ans, qui a disparu à Berthem le 26 février 1991, juste 1 mois après la disparition d'Anaïs. 2 enfants de l'âge d'Anaïs, 2 fillettes, qui ont disparu à la sortie de leur école, dans les mêmes circonstances qu'Anaïs, qui n'ont pas été retrouvées à ce jour. Et donc, ils soupçonnent un réseau de prostitution d'enfants. Pour le juge d'instruction en charge de l'enquête, Germain Sangelin, l'hypothèse d'un réseau de pédophilie est à prendre très au sérieux. Nous savons qu'il existe des réseaux de pédophilie, en particulier avec un marché dans le sud-est asiatique, dans des pays comme les Philippines et la Thaïlande. Il existe malheureusement aussi une offre en Europe occidentale. En l'absence d'autres raisons techniques le conduisant à travailler dans d'autres directions, pourquoi pas celle-là? Une déclaration médiatique qui anéantit les parents d'Anaïs. Elle est peut-être obligée de faire la prostituée pour ces gens intéressés et tout. Alors bien sûr, ça aussi, c'est une terrible angoisse. Parce que si elle doit vivre ça, c'est l'horreur, quoi. Les investigations menées ne permettent pas de localiser Anaïs en Belgique ou ailleurs dans le monde. Jean-Marc, on vient d'entendre le juge d'instruction évoquer les réseaux de pédophilie à travers le monde, et notamment en Asie, et il n'exclut pas cette piste d'enquête sur la disparition d'Anaïs Marcely. Est-ce que vous trouvez ça crédible ? Non, c'est une fable. Dans notre pays, cette histoire de réseau de prostitution enfantine organisée tient plus du délire que de la réalité. Vous imaginez, Arnaud, la logistique, l'organisation qu'il faudrait pour enlever une petite fille à Mulhouse et l'emmener jusqu'en Asie en passant le nombre de frontières qu'il y a? Mais entendez-moi bien, je ne dis pas que la pédophilie organisée n'existe pas en France. Il s'agit bien souvent de réseaux beaucoup plus locaux, de parents qui livrent leurs propres enfants pour les faire abuser sexuellement, voire violer par des proches, des amis, des voisins. On a vu que les policiers belges sont venus rencontrer leurs homologues français pour évoquer 2 disparitions de petites filles qui pourraient faire penser à celle d'Anaïs. Est-ce que cette piste vous semble intéressante? Oui, c'est effectivement très intéressant. Il y a des coïncidences troublantes dans ces différentes enquêtes qui pourraient mener vers un seul et même prédateur sexuel.
On saura d'ailleurs plus tard qu'Elisabeth Brichet a été victime de Michel Fourniret, prédateur sexuel multirécidiviste, connu sous le surnom de l'ogre des Ardennes, qui a sévi des deux côtés de la frontière. Est-ce que vous savez, Jean-Marc, combien d'enfants disparaissent chaque année en France? Il y a 45 000 disparitions d'enfants, c'est-à-dire de mineurs de moins de 18 ans, qui sont signalés en France par an au service de police et de gendarmerie. Mais je tiens tout de suite à préciser que la très grande majorité de ces disparitions sont de très courte durée. Il s'agit de fugues de 24 à 48 heures. Sur ce nombre, il reste 1000 disparitions qui restent plus particulièrement inquiétantes en raison de leur durée qui se prolonge. Hélas, il s'agit bien souvent de suicides d'adolescents qui quittent le foyer familial pour aller mettre fin à leur jour dans des endroits isolés, ce qui retarde d'autant la découverte de leur corps. Je vous rappelle pour mémoire qu'il y a quand même 7 à 8 000 adolescents qui se suicident par an dans notre pays. Et puis je voudrais mettre un terme à cette légende selon laquelle il y aurait des dizaines, voire des centaines d'enfants qui disparaîtraient chaque année de notre pays sans laisser de traces. En réalité, il y a une disparition totalement inexpliquée, sans témoin, sans corps retrouvé et sans auteur identifié, tous les 4 ou 5 ans dans notre pays. Une disparition d'enfants tous les 4 ou 5 ans. Mais c'est déjà beaucoup trop. Cela fait maintenant plus de 2 mois qu'Anaïs a disparu et les policiers de Mulhouse n'ont toujours aucune piste. C'est alors qu'une lettre envoyée le 27 mars 1991 à l'école d'Anaïs va relancer l'enquête. Dans ce courrier, l'auteur anonyme s'adresse directement aux élèves. Je vous adresse cette lettre pour vous donner des nouvelles de votre petite camarade Anaïs. Elle est en parfaite santé. Après cette première phrase, la lettre, pleine de fautes d'orthographe, est une véritable plongée dans l'horreur. Elle est très douce et soumise. Elle me plaît beaucoup. Et je passe des instants merveilleux en sa compagnie. L'enlèvement s'est bien passé. Elle s'est mise à pleurer presque aussitôt, mais je me suis mis à la consoler presque aussitôt. L'auteur se vante d'avoir déjà tué et violé d'autres enfants. C'est une lettre qui est d'une très grande violence, surtout quand on sait que l'auteur de cette lettre souhaite que ce soit lu à des enfants qui ont l'âge d'Anaïs, qui eux-mêmes déjà sont traumatisés par la disparition de leurs camarades. Alors il est possible de voir dans cette lettre adressée à l'école la recherche de créer de la sidération, de la peur chez les enfants, pour ressentir une puissance. L'auteur de la lettre semble prendre plaisir à évoquer ses viols et la souffrance de ses victimes. Et il raconte pourquoi il a enlevé Anaïs. Mon objectif, c'est de la mettre enceinte le plus jeune possible. Si j'y arrive assez vite, c'est-à-dire pour qu'elle soit à terme avant 12 ans et demi, je la rendrai peut-être. On a un courrier issu d'un esprit malade, dérangé, et qui veut manifestement faire du mal à des enfants, et faire du mal également à toutes les personnes environnantes, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont avoir ce courrier entre les mains. Moi, je me suis dit, c'est un fou. Un pervers, quelqu'un qui délire complètement. Pour moi, c'était les délires d'un fou. La lettre est aussitôt remise aux enquêteurs. L'auteur de la lettre revendique avoir enlevé Anaïs. Donc là, naturellement, l'enquête change de tournure, puisque là, on a une revendication ciblée. Donc, naturellement, là, la piste devient intéressante. Il est établi que le courrier a été posté à Paris dans le 18e arrondissement. Des recherches sont effectuées pour tenter d'en identifier son auteur. Une empreinte digitale est découverte à l'arrière du timbre. Mais cette trace incomplète est inexploitable. L'identité de l'auteur de la lettre reste donc un mystère. Impossible de déterminer si réellement il retient prisonnière Anaïs. Cela fait maintenant 3 longs mois que Martine Meyer ne sait pas où est sa fille. On n'a pas beaucoup d'espoir de la retrouver vivante. À l'époque, beaucoup de gens me disaient, tu sais, il vaut mieux que tu puisses pleurer sur un cimetière que si tu ne sais pas ce qui est arrivé. Ça, j'entendais tout. Le 21 avril 1991, un homme appelle la gendarmerie de Bussan, petite commune des Vosges, située à une quarantaine de kilomètres de Mulhouse. Il déclare avoir découvert, en faisant une randonnée le long de la route nationale 66, des restes humains.
Il précise que le corps se trouve en hauteur sur un mur de soutènement bordant la chaussée. Les gendarmes de Bussan se transportent sur les lieux. Un périmètre de sécurité est immédiatement établi. Le col du Bussan où était retrouvé l'enfant donc, est une route passagère, puisque ça permet la liaison entre les Vosges et l'Alsace vers le sud. D'un côté, il y a la forêt, et de l'autre côté, il y a un mur de soutènement et la forêt. Les équipes techniques de la section de recherche de Nancy arrivent sur les lieux pour effectuer les premières constatations. Le corps est enseveli sous un tas de pierres. Il repose sur le dos, à l'intérieur d'une petite cavité qui semble avoir été creusée pour le dissimuler. La manière dont le corps a été enseveli évoque un procédé très ritualisé ou un cérémonial, un petit peu comme des obsèques, un enterrement, et donc ça peut évoquer le fait que l'auteur éprouve des sentiments ou une notion de respect pour la victime. Seules la tête et les jambes sont visibles. La tête n'est pas reconnaissable. Il reste quelques touffes de cheveux, mais la majeure partie des chairs a disparu. Les gendarmes décrivent quelques vêtements apparents. Il s'agit de morceaux d'une jupe de couleur foncée, de collants rouges et d'un pull-over. La victime ne porte pas de chaussures. Il s'agit sans aucun doute du cadavre d'une petite fille. Les enquêteurs s'aperçoivent que la fillette est habillée comme Anaïs, mais on ne peut pas l'identifier formellement avec ça, puisque le corps a l'air d'avoir été depuis très longtemps à cet endroit. Seul un examen médico-légal complet permettra de déterminer si le corps est bien celui d'Anaïs. Il est également encore trop tôt pour savoir si l'enfant est morte à cet endroit. Le corps a été trop longtemps situé, trop longtemps détruit pour savoir si le corps a été placé dans cette position ou tué dans cette position. Vu l'endroit, vu la difficulté d'y accéder, il est très possible que les faits aient été commis ailleurs, que le corps a été transporté et posé. Les gendarmes ratissent les alentours du lieu de la découverte, mais ne retrouvent aucune trace ou indice permettant d'orienter les investigations. Des prélèvements sont effectués, et en fin de journée, le corps est transporté à l'Institut médico-légal de Strasbourg. L'urgence est d'identifier la victime. Avant de débuter son autopsie, le légiste compare la formule dentaire d'Anaïs à la dentition du corps retrouvé. On a une corrélation entre le plombage sur la dent 16, c'est une molaire supérieure droite, et on va avoir une corrélation parfaite entre les soins qu'elle avait eus et les éléments qu'on retrouve sur le squelette. On sait que c'est la denture d'Anaïs. Puis le médecin commence son examen. On va retrouver des ecchymoses et des hématomes qui sont situés sur la zone fessière, la zone lombaire, sur la zone dorsale. Donc, est-ce que l'enfant a été traîné brutalement au sol ou est-ce qu'elle a reçu des coups? Des hématomes sont également visibles sur les poignets de l'enfant. Il y a ces éléments-là qui sont des éléments qui indiquent bien une résistance de l'enfant par rapport à son agresseur. À l'issue de l'autopsie, le médecin conclut que la petite fille est morte étranglée. On va voir marquer sur les muscles qui sont autour du larynx des marques d'une strangulation forte qui a été à l'origine du décès. Aucune trace de viol ou de sévices sexuels n'est constatée. S'il n'y a pas de lésion traumatique violente, ça n'exclut pas des attouchements furtifs qui n'auraient pas été traumatiques, ça exclut une pénétration, ça exclut un viol. Le corps étant très délabré, il est difficile de dater la mort. Mais le médecin légiste fait une constatation essentielle. L'estomac d'Anaïs était vide au moment de son décès. Si on ne peut pas donner une datation en termes de journée, on peut donner une datation en termes de moment de la journée. On sait qu'on est au moins à 6 heures d'un repas qui a pu être pris. Un enfant qui décède plusieurs heures après son dernier repas, donc très probablement dans une fin d'après-midi et encore plus dans un début de soirée par rapport à sa disparition. À l'issue de l'autopsie, les enquêteurs se rendent chez les parents d'Anaïs. Ils sont venus m'annoncer que, qu'ils ont découvert un corps et qu'ils pensent que c'est celui d'Anaïs. Ils ont montré le maillot de corps, ils ont montré le slip, ils ont montré le pull-over.
et une jupe bleu marine. Ils ont procédé officiellement, et puis j'ai regardé, et puis, l'évidence, quoi, l'évidence. J'ai pu, comme un automate, j'ai dit oui, c'est bien ça, comme un automate. Je crois que là, effectivement, la Terre s'effondre, là, effectivement, on est anéanti. C'est tellement l'horreur, c'est tellement pas vrai, quoi. Même encore maintenant, j'ai envie de dire, c'est pas vrai que j'ai pas vécu ça, c'est pas vrai. Anaïs n'a pas vécu ça. Anaïs, c'est pas possible qu'on a eu ce destin. On lui a pris la vie, quoi. J'ai dit encore maintenant, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et pourtant, c'est ça, quoi. Donc pourtant, vous êtes dans la réalité, vous êtes là, oui, c'est ça. Une semaine après la découverte du corps, le 28 avril, les parents doivent faire face à une nouvelle épreuve, l'enterrement de leur fille. J'avais pas envie de m'habiller, j'avais pas envie d'y aller. Alors j'ai pris les chaussures, je me rappelle encore bien, j'ai mis des chaussures à talons, c'est les chaussures qu'elle mettait quand elle voulait marcher. J'ai mis exprès ces chaussures en son souvenir, quoi, parce qu'elle les mettait. Près de 600 personnes sont présentes. Les policiers se mêlent discrètement à la foule. L'auteur de l'enlèvement peut très bien être parmi les gens qui sont à l'enterrement ou aux alentours des lieux de l'enterrement. Il est fréquent, lorsque le criminel est un prédateur sexuel, qu'il puisse se rendre sur les lieux du crime ou aux obsèques de la victime ou sur les zones de l'enquête criminelle. Et il va ressentir beaucoup de jouissance à défier en fait l'autorité policière, à jouer un petit peu au chat et à la souris. De nombreux enquêteurs sont sur place pour photographier le maximum de personnes. Enfin, d'ailleurs, toutes les personnes sont photographiées. Jean-Marc, les enquêteurs savent maintenant que l'individu qui a enlevé Anaïs l'a tuée et a abandonné son corps le long d'une route nationale. Qu'est-ce que nous apprend cette scène de découverte du corps de l'enfant ? L'autopsie ne l'affirme pas, ne le dit pas de manière formelle, mais il est certain que l'endroit où a été découvert cet enfant est un lieu de dépose de corps. Il est inconcevable, inimaginable que cet enfant ait pu être tué au bord de cette route nationale très passante. Il y a donc deux lieux intéressants dans cette affaire, le lieu de la dépose du corps et le lieu où l'enfant a été tué, ce qui laisse supposer que le tueur ou un de ses complices disposait d'un véhicule pour pouvoir transporter le corps de l'endroit du meurtre à l'endroit de sa découverte. Concernant le lieu de dépose du corps, le psychologue Samuel Lemitre dit, je le cite, « La manière dont le corps a été enseveli évoque un procédé très ritualisé, un petit peu comme des obsèques, et donc ça peut évoquer le fait que l'auteur éprouve des sentiments pour sa victime. Est-ce que vous partagez cette analyse ? » Oui, le corps a été découvert reposant sur le dos dans une cavité partiellement recouverte de pierre. Ça fait bien sûr penser à une tombe, à un tombeau, et ça pose la question de savoir quel pouvait être le lien qui unissait la victime et l'auteur. Peut-être un lien affectif. Les investigations menées autour du lieu de découverte n'ont pas permis de retrouver le cartable, les chaussures et le manteau d'Anaïs. Qu'est-ce qu'on peut en déduire, Jean-Marc ? Le fait que le corps d'Anaïs ait été découvert sans son manteau, sans ses chaussures, peut bien sûr laisser penser qu'elle a été tuée dans un lieu clos et chauffé. Mais si on estime qu'elle s'est débarrassée elle-même de ce cartable, qu'elle s'est dévêtue de son manteau et de ses chaussures, ça peut faire penser également qu'elle était dans un lieu qu'elle pensait amical, dans un lieu de confiance. Les résultats de l'autopsie montrent qu'Anaïs s'est débattue, qu'elle a tenté de résister à son tueur avant d'être étranglée. Les autopsies d'enfants, Arnaud, c'est toujours un cauchemar. Les résultats de cet examen médico-judiciaire permettent d'imaginer, permettent même de visualiser la terreur qui s'est emparée de cet enfant et les moyens qu'elle a mis en œuvre pour tenter de se défendre. En tout cas, elle prouve une chose, cette autopsie, c'est qu'Anaïs n'a pas été agressée par surprise.
On a vu que les policiers ont assisté à l'enterrement d'Anaïs et qu'ils ont pris des photos des personnes présentes. Est-ce que c'est une pratique courante? Oui, c'est quelque chose que l'on fait presque systématiquement. Ça permet d'une part de voir les gens qui sont présents. On peut y voir des gens qu'on n'a pas eu l'occasion de contacter au cours de l'enquête de voisinage. Puis ça permet aussi de voir les gens qui, logiquement, devraient être là, auraient des raisons d'être là, et qui n'y sont pas. Mais là, il s'agit d'une affaire qui a été très médiatisée. On le sait, 600 personnes assistaient à ces obsèques, donc il y a beaucoup de personnes qui étaient là simplement pour manifester leur soutien, leur sympathie, leur compassion à la famille de la victime. Suite à la découverte du corps d'Anaïs Marcely, l'information judiciaire ouverte pour enlèvement a été élargie du chef d'homicide. Le magistrat en charge du dossier organise alors les investigations dans un cadre d'enquête totalement inédit. Le juge d'instruction Sangelin a eu une idée qui est originale, qui est intéressante. Il a créé une structure d'enquête qu'on appelait le groupe Anaïs. Et l'idée était de regrouper les énergies de plusieurs intervenants. Le groupe Anaïs est une cellule d'expertise multidisciplinaire. Des magistrats, des policiers, des médecins, une psychologue et un physicien chimiste se réunissent une fois par semaine pour évoquer l'enquête. C'était relativement expérimental, c'est tout nouveau. Il était intéressant de confronter en permanence les points de vue de l'ensemble des personnes pouvant être au cœur de l'enquête. Le physicien chimiste du groupe Anaïs est chargé d'analyser les scellés de l'affaire. Il conclut à la présence d'éléments vitreux et sableux d'origine industrielle sur les vêtements, les cheveux et les ongles de la victime. Puis, il analyse la terre prélevée sur le lieu de la découverte du corps. Son expertise révèle alors une information extrêmement importante. Sous le corps, la terre ne comporte pas ces minéraux, donc ils sont venus avec le corps. Cela permettra d'installer l'hypothèse selon laquelle, après le décès de l'enfant et avant son transport au col du Buisson, le corps de l'enfant aurait pu être entreposé dans un endroit intermédiaire, donc dans les heures qui ont suivi immédiatement la réalisation du crime. Le corps a été donc soit caché ou positionné dans un hangar, un véhicule ou un dépôt. Anaïs a donc été étranglée. Son corps a ensuite été caché avant d'être transporté dans un véhicule au col de Buisson. Le juge d'instruction va alors orienter les investigations vers une nouvelle piste. L'idée du juge d'instruction, que je crois judicieuse, est effectivement ce qu'il appelait, je crois, la théorie des cercles. On commence par ratisser large et ensuite le cercle se rétrécit. Mais c'est comme ça, en effet, que nous arrivons au cercle familial. Et c'est là, effectivement, que le dossier commence, à prendre une tournure tout à fait différente. En relisant les procès-verbaux du début de l'enquête, les policiers repèrent des contradictions dans les déclarations initiales de Martine Meyer, la maman d'Anaïs, et de son compagnon, Jean-Marie. Un détail en particulier n'est pas clair. Qui a prévenu Bernard, le grand-père d'Anaïs, le soir de la disparition? Martine est réentendue le 26 avril 1991. Elle affirme avoir prévenu le grand-père le soir de la disparition, à 19h20. Il se trouvait dans son bureau, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, dans lequel elle vivait avec Anaïs. Je raconte, comme je m'en rappelais, que quand je suis revenue du parcours église-maison, que j'ai vu cette trait de lumière, et donc je me suis dit, tiens, il est au bureau, et j'ai toqué, puis je lui ai dit, mais évidemment, affolée, j'ai dit, c'est pas ce qui se passe, Anaïs, elle n'est pas rentrée. Mais Jean-Marie, le compagnon de Martine, donne une version bien différente. Jean-Marie déclare qu'il a décroché le téléphone pour appeler Bernard à son domicile et le prévenir de la disparition d'Anaïs. Il précise qu'il était à peu près 19h30. Les policiers décident de convoquer Bernard, le grand-père d'Anaïs. Bernard dit avoir rejoint son bureau de la rue de Zurich, donc où habite Anaïs, vers 19h. Que la mère d'Anaïs l'a prévenu de la disparition vers 19h20 et qu'en fait, lui, il est resté dans le bureau et qu'il est monté après à l'étage au domicile des parents, donc vers 20h. Bernard a donc les mêmes souvenirs que Martine. Des souvenirs qui ne collent pas avec ceux de Jean-Marie. Mais quelques jours plus tard, Jean-Marie change spontanément de version. Il dit s'être trompé
et est maintenant certain que Martine et le grand-père ont raison. Les enquêteurs s'étonnent de son revirement. Sur des faits aussi graves, changer de version comme ça, naturellement, les enquêteurs sont très dubitatifs. Est-il possible que Jean-Marie ait volontairement menti? A-t-il quelque chose à cacher? Les enquêteurs passent le véhicule de compagnon Martine au peigne fin et ils y retrouvent des éléments de sable, du quartz, des éléments vitreux qui peuvent faire penser à ceux qu'on a trouvés ou prélevés sur le corps d'Anaïs. La présence de minéraux sableux découverts dans le véhicule de Jean-Marie, naturellement, pose une question. Est-ce que ça ne serait pas le véhicule qui aurait servi à transporter le corps de la petite Anaïs? Jean-Marie est maintenant soupçonné d'avoir transporté dans sa voiture le corps d'Anaïs. Des analyses complémentaires sont ordonnées. Et en fin de compte, il s'avère que les minéraux n'ont pas du tout la même consistance, ne sont pas du tout identiques avec ceux retrouvés sur le corps de la petite fille. Jean-Marie n'a donc pas transporté le corps d'Anaïs dans sa voiture. Mais pourquoi a-t-il changé de version sur le déroulement des faits le soir de la disparition? Voulant comprendre pourquoi les versions des uns et des autres diffèrent, le juge d'instruction décide d'organiser une reconstitution. Cet acte d'enquête très important a lieu la nuit du 15 au 16 octobre 1991, soit 9 mois après la disparition d'Anaïs. Tous les proches de l'enfant sont convoqués. Tous doivent refaire ce qu'ils ont fait le soir des faits. C'était l'idée judicieuse du juge d'instruction, savoir qui a fait quoi le jour de la disparition, où se trouvait chacun des acteurs de cette journée, ont-ils pu se parler l'un à l'autre, à quel moment, pour se dire quoi, etc. Cette reconstitution exceptionnelle va commencer à 18h pour se terminer vers 4h du matin. Chaque témoin est en permanence suivi par un policier qui filme et chronomètre les déplacements. Chaque intervenant doit refaire ce qu'il a fait, ses gestes, ses actions, ses avis et tout ça. Chacun doit refaire le scénario du soir de la disparition. Rapidement, des incohérences apparaissent. Martine devient beaucoup plus floue dans ses témoignages. Elle ne peut plus confirmer les horaires exacts et ses allées et venues. Martine n'est plus du tout certaine de l'heure à laquelle elle a prévenu son beau-père, le soir de la disparition. Quand vous faites des allées-venues comme ça, vous êtes dans l'affolement, vous êtes dans tout. Vous pensez pas derrière qu'il y aura tout ça, qu'un jour vous serez interrogé sur exactement ça, vous pensez pas à ça. Donc vous vivez, vous faites, et puis après le jour où on vous interroge, vous dites « Ah, je crois que c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça ». Vous essayez d'être au plus près. Et chacun a dans sa souvenance à lui, quoi. Et donc, non, franchement, je ne me rappelle plus des horaires. Et rapidement, ce sont les propos vagues du grand-père qui vont attirer l'attention du magistrat instructeur. Maître Moser se souvient très bien du déroulement de la reconstitution. Autant au départ, ce grand-père semble sûr de lui, autant suite à des questions précises, il se trouble, c'est du moins l'impression qu'il me donne, il tâtonne, il devient même balbutiant. En fin de compte, on ne peut pas savoir exactement où se trouvait Bernard entre 18 et 20 heures. Or, Anaïs disparaît entre 18 et 20 heures. Autrement dit, Bernard, le grand-père, est le seul membre de la famille à ne pas avoir d'alibi le soir de la disparition de la petite Anaïs. Je pense avoir, comme certains policiers, enquêteurs et comme le juge, avoir ressenti un trouble, un questionnement. Jusqu'au soir de la reconstitution, Maître Moser était l'avocat des parents d'Anaïs, mais également celui de Bernard. Il décide alors de ne plus représenter le grand-père. Je lui dis que nous ne sommes plus dans un climat de sérénité et de confiance et que je l'invite effectivement à me quitter pour que je puisse me consacrer uniquement à la défense des intérêts des parents de l'enfant assassiné. Le juge d'instruction analyse les résultats de la reconstitution. Nous travaillons sur l'hypothèse d'un règlement de compte intrafamilial ou parafamilial. Mais le magistrat veut prendre son temps. Je ne précipite jamais les affaires de famille. J'attends qu'elles se décantent d'elles-mêmes.
Et ainsi, après la reconstitution, aucun acte d'enquête important n'est ordonné par le juge. Négard, nous avons vu les images de la reconstitution du soir de la disparition d'Anaïs. Vous êtes avocate pénaliste et vous avez donc assisté avec vos clients à plusieurs reprises à des reconstitutions. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe concrètement ? La reconstitution, c'est un acte d'instruction qui vise à incarner les déclarations des uns et des autres pour peser leur véracité et tenter de se rapprocher le plus possible de la vérité. On va donc se transporter sur le lieu des faits à l'heure où ceux-ci se sont déroulés, avec toutes les personnes concernées et dont le témoignage importe. Et puis on va rejouer la scène du crime en décomposant les gestes de chacun. Alors en général, la reconstitution, c'est un moment qui est désagréable parce qu'il rappelle à tous des heures très sombres. Ça peut durer très longtemps. Dans notre affaire, ça a duré 8 heures parce que ça a impliqué énormément de monde. Et puis c'est souvent conflictuel parce que chaque geste, chaque mouvement compte et peut faire l'objet de discussions et de contestations. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dans notre affaire, précisément pour ne rien rater de la reconstitution, le juge d'instruction a décidé de la faire filmer. Bernard, le grand-père d'Anaïs, a été mis en difficulté lors de cette reconstitution. Est-ce que cet acte d'enquête permet régulièrement de faire avancer les investigations ? Régulièrement, je ne sais pas, mais en tout cas, elle peut permettre d'invalider certaines déclarations et donc de susciter de nouvelles pistes. Et c'est sans doute ce qui s'est produit avec le grand-père d'Anaïs, dont les déclarations, une fois confrontées à la réalité, sont tout à coup devenues plus fragiles, au point qu'il passe du statut de partie civile à celui de suspect. À l'issue de la reconstitution, Maître Moser a décidé de rompre sa relation avec le grand-père d'Anaïs. Est-ce que c'est courant qu'un avocat décide de ne plus représenter son client ? Oui, et dans ce cas de figure, c'est absolument normal. C'est une question de conflit d'intérêts. Un avocat peut, dans une même affaire, défendre plusieurs personnes tant que leurs intérêts concordent. Mais dès lors qu'il y a une divergence d'intérêts et que l'avocat ne peut pas défendre une personne sans en désavouer une autre, il est obligé de choisir son camp. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans notre affaire. Tant que les parents et le grand-père d'Anaïs se prétendaient tous victimes de sa disparition, ils pouvaient être défendus par un seul avocat. Mais dès lors que l'un d'eux devenait suspect, la défense des trois par un avocat n'était plus possible, et c'est la raison pour laquelle Maître Moser a choisi de ne plus défendre les intérêts du grand-père d'Anaïs. Alors que le grand-père d'Anaïs devient le suspect de l'affaire, une lettre anonyme reçue par un producteur de télé va relancer les investigations. Le 22 octobre 1992, soit 1 an et demi après la découverte du corps d'Anaïs, le producteur de l'émission Enquête de vérité reçoit un courrier qui revendique le meurtre. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une gamine de 10 ans qui avait été enlevée à Mulhouse au mois de janvier 1991, le 14 janvier. Cette gamine s'appelait Anaïs Marcelli, et bien c'est moi aussi qui est l'auteur de ça. L'auteur livre les détails de son crime. Je l'ai étranglée en vitesse. D'ailleurs, elle n'a même pas eu le temps de s'en apercevoir. La lettre est aussitôt remise à la police. 4 mois plus tard, le 1er mars 1993, une nouvelle revendication est adressée au journaliste Jacques Pradel dans les bureaux de TF1 à Boulogne-Billancourt. Dans cette lettre, cet auteur anonyme s'adresse à moi en disant « Voilà, j'ai lu dans Télé 7 jours que vous aviez prévu de consacrer une émission à l'affaire Anaïs. Alors je vous le dis, eh bien c'est moi. C'est moi qui ai enlevé et tué cette petite fille. » Dans son courrier, posté dans le 16e arrondissement de Paris, l'auteur revendique des centaines de viols et des dizaines de meurtres de petites filles. L'auteur de la lettre se décrit comme un ravisseur d'enfants, extrêmement habile, et il se vante de ses méfaits. Vous savez, des fois, les gamines, même si on les a prévenues, elles se méfient pas toujours et tôt ou tard, elles tombent dans le piège. Le message, il est très clair. Je suis plus fort que vous tous. Et il veut montrer sa supériorité sur le monde judiciaire, sur les familles des victimes. Dans la lettre, l'auteur anonyme évoque une affaire en particulier. L'auteur des lettres parle d'un fait qui se serait produit donc en 1974 à Sainte-Savine, c'est une commune près de Troyes, dans l'Aube, et il dit avoir enlevé une enfant. Il donne des détails très précis sur l'enlèvement, sur l'enfant, sur le comportement de l'enfant. Et il précise que la fillette avait 6 ans à l'époque. Il l'aurait enlevée sans qu'elle oppose aucune résistance, alors qu'elle revenait de faire ses courses.
Parmi les détails donnés par le scripteur, il dit que le paquet de margarine que l'enfant avait acheté avait fondu. Il parle de la position de l'enfant dans la voiture, c'est-à-dire devant le siège avant, mais accroupi, enfin, ou à genoux. Il dit qu'il l'emmène chez lui, avec des détails évidemment épouvantables sur ce qu'il lui fait subir. Il évoque notamment son goût pour l'ondinisme, c'est-à-dire son excitation sexuelle, à uriner sur ses partenaires. Le Corbeau explique aussi pourquoi il a épargné la petite fille de Sainte-Savine. Il dit, mais celle-là, je n'ai pas pu la tuer. J'ai commis une erreur, j'ai accroché son regard au moment où j'allais l'étrangler et je n'ai pas pu aller plus loin. Je l'ai graciée. Je me souviens de le terme qu'il employait, c'est celle-là, je l'ai graciée. Les policiers du SRPJ de Versailles sont chargés de vérifier si cet enlèvement de Sainte-Savine a bien eu lieu. Rapidement, ils identifient une victime enlevée et violée le 13 juillet 1974, près de Troyes. Ils vont donc retrouver la personne qui avait été enlevée, effectivement, une enfant de l'époque, donc est identifiée, devenue adulte naturellement, et a été entendue et a confirmé les faits, a même donné les détails qui sont dans la lettre du scripteur. Cette jeune fille dit qu'effectivement, tout ce qui est indiqué dans ce courrier, elle l'a vécu. Et le plus surprenant, c'est que c'était des détails qui n'avaient pas du tout été indiqués ni aux médias, ni quoi que ce soit. Naturellement, on arrive à la conclusion que le scripteur est bien l'auteur de l'enlèvement de la petite fille à Sainte-Savine en 1974. Les policiers savent maintenant que l'auteur anonyme est un dangereux prédateur d'enfants qui a déjà fait au moins une victime. Est-il possible qu'il ait également enlevé Anaïs ? Dit-il vrai quand il revendique son meurtre ? Le juge d'instruction met alors tout en œuvre pour tenter d'identifier l'auteur des courriers anonymes. Il ordonne une expertise des lettres envoyées aux personnalités de la télévision et de celle qui a été adressée à l'école d'Anaïs juste après sa disparition. 1 mois plus tard, le rapport est sur son bureau. Les polices de caractère qui ont été identifiées étaient des polices tout à fait courantes dans les années 90. C'était des polices de caractère qu'on trouvait sur des courriers provenant d'administration, des courriers professionnels. L'expert a le sentiment que les lettres ont été tapées avec différentes machines. L'analyse des défauts des caractères est ensuite très importante. Sur 2 des lettres, l'expert remarque la même imperfection, un défaut de liaison entre les lettres O et M. Ces 2 lettres sont très proches l'une de l'autre, alors que, normalement, elles devraient être légèrement plus espacées. La lettre F présenterait aussi une imperfection. Pour l'expert, ces défauts constituent l'ADN des machines à écrire du Corbeau. Mais faut-il encore pouvoir les saisir afin d'effectuer des comparaisons ? Le juge d'instruction confie également à un professeur agrégé de l'Université de Haute-Alsace une expertise du vocabulaire et de la syntaxe des lettres. Le linguiste y croise de l'ensemble des informations qu'il trouve dans les courriers anonymes et il cherche à dresser un portrait robot, effectivement, de la personne. Les lettres ont été postées à Paris, mais l'auteur anonyme ne semble pas originaire de cette ville. Alors cet expert émet l'hypothèse aussi selon laquelle le Corbeau pourrait être une personne alsacienne. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans ces messages ce qu'on appelle des alsacianismes, c'est-à-dire des tournures qui sont empruntées au dialecte alsacien. Le linguiste se penche également sur les nombreuses fautes d'orthographe émaillant les courriers. Il semblerait que ces fautes soient un peu maladroites, qu'elles étaient intentionnellement placées pour induire de fausses pistes. L'expertise conclut que toutes les lettres ont été écrites par la même personne, un individu intelligent et dissimulateur. On a un faisceau d'indicateurs qui montre que le scripteur est quelqu'un qui est plutôt un être froid, cynique, organisé. Le 6 février 1996, le juge d'instruction charge l'expert linguiste de comparer le langage du Corbeau à celui des proches d'Anaïs. Son rapport va marquer à jamais l'enquête sur l'enlèvement et le meurtre d'Anaïs Marcely.
La conclusion essentielle dans l'affaire de l'expertise linguistique, c'est de toutes les personnes dont il a étudié le comportement, l'écriture et tout, la personne qui se rapproche le plus est celle du grand-père. Donc en fait, le travail du linguiste conduit les enquêteurs à resserrer leur enquête et à s'intéresser un peu davantage au grand-père d'Anaïs. L'expert chargé de faire le portrait de l'auteur des lettres anonymes de revendication conclut que tous les courriers ont été écrits par une seule et même personne. La question est maintenant de savoir si le corbeau est aussi le tueur. Jean-Marc, est-ce que vous pensez que l'individu qui a envoyé ces courriers est également celui qui a enlevé et tué Anaïs Marcely ? C'est absolument impossible de répondre à cette question. Ce qu'on peut dire avec une quasi-certitude, c'est que l'auteur de ces lettres anonymes est bien le même que celui qui a enlevé et violé une petite fille en juillet 1974 dans la région de Troyes. En effet, qui pouvait savoir que la victime venait d'acheter et avait sur elle un paquet de margarine? Non, ça ne s'invente pas. Mais le problème, Arnaud, c'est que ces faits sont prescrits. Et quand bien même on parviendrait à identifier l'auteur de cette lettre, quand bien même il l'avouerait, quand bien même il revendiquerait les faits, on ne pourrait pas le poursuivre. Ces faits sont prescrits. Dans ces lettres, l'auteur revendique une centaine de viols et une dizaine de meurtres de petites filles. Ce serait alors le pire prédateur sexuel de l'histoire criminelle française. Est-ce que c'est plausible ? Au regard du nombre de faits, viols et meurtres commis sur mineurs chaque année en France, au regard du nombre de ces faits non élucidés, puisque par définition, ceux qu'ils revendiquent sont non élucidés, ce chiffre me paraît totalement extravagant. En revanche, ce qui paraît crédible, c'est qu'il ait commis des agressions sur des mineurs, mais il en exagère considérablement le nombre pour prouver sa toute-puissance et sa haine viscérale de la société. Dans l'affaire Marcely, le juge d'instruction a monté une véritable équipe d'experts. Est-ce que cette cellule Anaïs est un cas unique ? C'est une démarche très originale qui ne se faisait pas du tout à cette époque. Et ce qui reste inédit dans la cellule Anaïs, c'est de réunir autour d'une même table à intervalles réguliers des spécialistes dans différents domaines. Le juge, en confrontant différents savoirs, différentes expériences, veut faire naître des orientations d'enquête auxquelles seuls les policiers ou seuls les magistrats n'auraient peut-être pas pensé. Le linguiste chargé par le juge d'instruction d'étudier les lettres anonymes conclut qu'il est possible que Bernard, le grand-père d'Anaïs, en soit l'auteur. Et si cela est vrai, Bernard serait aussi l'agresseur de la petite fille près de Troyes en 1974. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc ? Moi, ce qui me paraît très étonnant, c'est qu'en général, les grands prédateurs, les violeurs en série, les tueurs en série, ne s'attaquent pas à leur cercle familial. Ils séparent très bien leur vie criminelle et leur vie privée. En général, ce sont de bons pères de famille et de bons maris, Dr Jekyll et Mr Hyde. Bon, il se pourrait que le grand-père n'appartienne pas à cette catégorie, soit un cas tout à fait particulier. Tout est toujours possible. Puis en plus, je voudrais ajouter que la linguistique n'est pas une expertise incontestable, irréfutable. Le grand-père d'Anaïs est dorénavant au cœur de l'enquête. Les policiers veulent tout savoir de cet individu. Quelle est sa vie? Qui fréquente-t-il? Et quels sont ses secrets? L'existence de Bernard est passée au crible de l'enquête de personnalité. Originaire de Mulhouse, il a 57 ans au moment de la mort d'Anaïs et travaille comme commercial chez EDF. Ses collègues se souviennent d'un homme sympathique. Eh bien, Bernard, dans sa vie quotidienne, était un homme très affable, très serviable, très communicatif. Il faisait beaucoup de bénévolat. À l'époque où on le connaissait très bien, donc voilà, il était toujours là pour les autres. Depuis le décès de sa femme en 1987, Bernard enchaîne les conquêtes. Il avait beaucoup de copines, puis il en changeait souvent. Il tenait même un petit registre avec des notes de plusieurs femmes qu'il a connues. Les enquêteurs apprennent que Bernard n'est pas le père biologique de Martine Meyer. C'est le mari de sa mère, son beau-père. Il me considérait comme sa propre enfant. J'ai jamais senti de différence qu'il préférait un enfant à lui. Avec Anaïs, Bernard était un grand-père, attentionné et aimant.
Il aimait beaucoup Anaïs et j'ai rien à dire. J'ai dit, il était toujours gentil avec elle. Anaïs l'appelait Papy Gadget. Parce que souvent, il lui donnait un petit gadget et elle était contente. Elle adorait ça, quoi. Ouais, non, alors il la gâtait, elle l'aimait beaucoup. Enfin, voilà, elle était très bien avec lui, quoi. C'est alors que les policiers vont avoir une information étonnante. Martine apprend aux enquêteurs qu'elle a reçu une éducation sexuelle de la part de son beau-père entre l'âge de 12 et 18 ans. Il s'agissait d'attouchements, de caresses, mais qu'à aucun moment il y a eu un acte sexuel entre les deux. C'était un contexte tout à fait particulier. Donc, moi, j'étais enfant, donc je pense, oui, je faisais confiance. Je voyais pas, voilà, je voyais pas d'autre chose. Martine Meyer semble minimiser les abus sexuels de son beau-père. L'audition de Martine est intéressante parce que elle semble ne pas avoir complètement intégré qu'elle a été victime d'agression sexuelle par Bernard. On a l'impression qu'elle ressent que c'est elle qui est la fautive, et c'est un fait qui est fréquent dans les violences sexuelles intrafamiliales. Bon, après, maintenant, avec le recul, je me rends compte que le comportement n'était pas un comportement d'un beau-père, comment dirais-je, droit, juste, quoi. Et des choses que, voilà, il n'aurait pas dû dévier, voilà. À partir de la révélation de ses attouchements sexuels, Bernard va devenir le suspect numéro 1 dans l'enquête sur le meurtre d'Anaïs. Il ne serait pas, de fait, plus étonnant qu'il ait pu tenter ou qu'il ait perpétré des attouchements sexuels sur Anaïs, étant donné qu'on sait que, généralement, les hommes qui attouchent leurs filles peuvent attoucher les petites filles de la génération suivante. Dans l'espoir d'obtenir des preuves matérielles de son implication, le juge d'instruction ordonne le 21 mai 1996 la perquisition de son logement. En fouillant son bureau, les enquêteurs saisissent une enveloppe particulièrement intéressante. À l'intérieur, il y a des photos de Martine nue, dont 2 sont annotées. Martine a 19 ans, Martine a 20 ans. Pour moi, c'est un élément d'implication de plus contre Bernard, parce que ça prouve la relation anormale entre Bernard et Martine. En poursuivant la perquisition, les enquêteurs découvrent une machine à écrire. Auraient-ils enfin trouvé la machine du corbeau? Le 19 juin 1996, l'expert dactylographe du groupe Anaïs la compare au texte de lettres et conclut que la machine trouvée chez Bernard n'est pas celle du corbeau. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations et multiplient les auditions pour cerner la personnalité du grand-père d'Anaïs. Le 10 décembre 1996, soit près de 5 ans après le meurtre, Bernard est convoqué au commissariat de Mulhouse. Dès son arrivée, à 16h10, son placement en garde à vue lui est notifié. Quand j'ai vu que Bernard a été mis en garde à vue, pour moi, c'était la douche froide. Hein. Pour moi, Bernard n'avait pas le profil de quelqu'un qui était l'auteur de la disparition de sa petite fille. À 17h40, le premier interrogatoire débute. Les policiers commencent par interroger Bernard sur son intérêt sexuel pour les jeunes filles. Les questions des enquêteurs s'appuient sur les dépositions d'une ex-compagne du grand-père. Selon elle, Bernard aurait regardé un film pornographique mettant en scène une adolescente de 14 ans avec un homme âgé. Mais Bernard ne semble pas s'en souvenir. Il va commencer par résister aux enquêteurs, il va commencer par les balader, comme on dit un peu familièrement. Alors, les enquêteurs abattent une nouvelle carte. Ils le questionnent sur une autre information donnée par son ex-compagne. Elle déclare aussi qu'il pratique ou qu'il aimerait pratiquer l'ondinisme, ce qui consiste, en fin de compte, à uriner sur son partenaire. Ce goût pour l'ondinisme rappelle les écrits du corbeau. Dans ses courriers anonymes, ce corbeau se glorifie également de pratiquer l'ondinisme.
Et lorsqu'on sait que Bernard s'adonnait à ce comportement très particulier, on est évidemment étonné, troublé, on se pose des questions. Mais Bernard tient bon. Sur les pratiques d'ondénisme, il minimise aussi. Il dit que sa compagne a un peu exagéré. La première audition se termine à minuit 40, après plus de 7 heures d'interrogatoire. Bernard est alors conduit en cellule pour se reposer. Le lendemain matin, à 8h25, les questions reprennent. Les policiers tentent alors de déstabiliser Bernard en évoquant ses attouchements sur sa belle-fille. Bernard nie en bloc les attouchements sur Martine, à l'âge de 11-12 ans. Il est sûr de lui, il montre... Il dit, il y a les réponses à tout, pratiquement. Sur les attouchements par rapport sur Martine, il a des réponses. Il répond de nouveau, je lui ai fait son éducation sexuelle. Mais sous la pression des enquêteurs, il finit par reconnaître avoir caressé sa belle-fille lors de séances de yoga. Martine avait alors 16 ans. Les questions se faisant plus précises, plus serrées, plus embarrassantes, effectivement, il a perdu de sa superbe et il s'est livré quand même à une série d'aveux, mais pas sur l'essentiel. L'essentiel étant, selon les enquêteurs, son éventuelle implication criminelle. Les enquêteurs interrogent alors le suspect sur son absence d'alibi le soir de la disparition d'Anaïs. Personne ne peut confirmer sa présence quelque part entre 18 et 20 heures. Ça, c'est un fait acquis, c'est au moment de l'enlèvement de la petite fille. Sous la pression des policiers, Bernard semble sur le point de craquer. Il doit admettre qu'il y a un trou dans son emploi du temps. Il doit admettre qu'il a un comportement sexuel tout à fait particulier. Il doit admettre qu'il a une personnalité très trouble. Mais à aucun moment, Bernard avoue avoir enlevé et tué Anaïs. Aucun élément ne permet d'inculper Bernard. Ses pratiques sexuelles, ses goûts pour les jeunes filles, ses pratiques ondénistes ne permettent pas de conclure l'enquête sur effectivement une inculpation. Sans aveu et sans preuve matérielle, les policiers, à la demande du juge d'instruction, décident de mettre fin à la garde à vue qui aura duré 45 heures. Pour Martine Meyer, c'est un soulagement. J'ai dit ouf parce que je me suis dit, il est innocenté. Donc pour moi, j'étais contente qu'il ne soit pas... Je n'aurais jamais voulu qu'il soit l'auteur qu'il ait pu tuer ma fille, quoi. C'est pas possible, quoi. Mais les autres proches d'Anaïs sont abasourdis. Je me suis demandé pourquoi ils l'ont libéré. Ben oui, c'est la bonne question, le pourquoi. Il n'y a pas eu de réponse, alors que bon... pourquoi on l'a pas fait craquer? Quand j'ai appris qu'à l'issue des 45 heures de garde à vue, Bernard rentrait chez lui libre, j'étais évidemment interrogatif, j'étais déçu, j'étais meurtri moralement et psychologiquement. Le 30 juin 1997, soit 6 mois après la garde à vue de Bernard, le juge d'instruction ordonne un non-lieu. Dans sa décision, il explique que les investigations n'ont pas permis de déterminer si Anaïs avait été la victime d'un prédateur, d'un proche ou bien d'un réseau structuré. Autrement dit, Jean-Marc, le juge, incapable de déterminer quelle est la bonne piste, décide de clore le dossier. Eh bien, je trouve ça très regrettable et même dommageable. Bon, on l'a vu, je l'ai dit, la piste du réseau organisé, ça ne tient pas la route. Mais il reste deux hypothèses, celle d'un prédateur d'enfants et celle d'un proche de la famille. Or, aucune de ces deux pistes n'a été totalement purgée. Il reste un certain nombre d'investigations, un certain nombre de recherches à effectuer. Il n'y avait absolument aucune urgence à clôturer ce dossier. Justement, selon vous, quelles autres investigations auraient pu être menées ? Eh bien, dans l'hypothèse d'un prédateur venant de l'extérieur, on agit par comparaison avec des faits passés, bien sûr, mais par comparaison avec des faits éventuels à venir. Et pour pouvoir le faire, il faut bien sûr un cadre juridique d'enquête, une commission rogatoire, et à défaut de dossier ouvert, on ne peut rien faire. La deuxième hypothèse envisagée est celle du meurtre d'Anaïs par un proche. Là aussi, Jean-Marc, c'est très regrettable que le dossier ait été refermé. Effectivement, dans cette seconde hypothèse, il aurait fallu travailler, creuser sur les relations entre les membres de la famille d'Anaïs. Le grand-père faisait figure de suspect intéressant.
Bien sûr, je ne dis pas qu'il est coupable, il est toujours présumé innocent. Mais sa personnalité trouble et malsaine aurait justifié des investigations plus approfondies. Bernard est ressorti totalement libre du commissariat après avoir passé 45 heures en garde à vue. On a le sentiment que les policiers, n'ayant pas réussi à le faire avouer, se sont retrouvés dans une impasse. Oui, là, je crois que les enquêteurs ont commis une erreur. Vous le savez, Arnaud, une garde à vue prolongée, ça peut durer jusqu'à 48 heures. Alors 45 heures, c'est trop ou pas assez. Soit on utilisait les 3 heures restantes pour essayer d'obtenir des aveux, soit ils interrompaient cette garde à vue pour mettre en place une nouvelle stratégie, replacer le suspect en garde à vue pour le déstabiliser d'une manière différente, avec de nouveaux éléments. Personnellement, c'est cette seconde solution que j'aurais choisie. Il n'y a aucune preuve matérielle irréfutable de l'implication du grand-père. Alors quels sont, selon vous, les éléments qui permettent de le suspecter? Il y en a quand même plusieurs. Premièrement, il a pratiqué des abus sexuels sur sa belle-fille. Deuxièmement, c'est un adepte des films pornographiques mettant en scène de très jeunes filles. Troisièmement, tout comme le Corbeau, il pratique l'ondinisme. Quatrièmement, il n'avait aucun alibi le soir de la disparition d'Anaïs. Tout ça me paraît constituer un faisceau d'indices graves et concordants. Vous pensez donc qu'il aurait dû être inculpé, comme on le disait à l'époque, c'est-à-dire mis en examen? Je pense que s'il avait été mis en examen, le juge d'instruction n'aurait pas encouru les foudres, la censure de la chambre de l'instruction. Et puis, ça aurait permis, étant donné que la garde à vue était écoulée, de continuer cette enquête de manière satisfaisante en procédant à de nouvelles auditions, de nouvelles perquisitions, de nouvelles confrontations, de nouveaux actes d'enquête et de poursuivre dans des conditions correctes cette affaire. Les années passent sans qu'aucun nouvel élément ne permette de réouvrir le dossier sur le meurtre d'Anaïs. C'est alors que le 6 février 2001, soit 10 ans après les faits, qu'un juge d'instruction belge écrit au procureur de la République de Mulhouse. Les services belges et néerlandais contactent la justice française parce que les Pays-Bas détiennent un détenu, il s'appelle donc Michel Stock, et il s'est vanté auprès d'un codétenu d'avoir enlevé une petite fille à Mulhouse. Michel Stock, ancien chauffeur routier de 59 ans, est surnommé le Hannibal Lecter belge. Incarcéré aux Pays-Bas, il purge une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour les viols et les meurtres de 3 enfants allemands et hollandais commis entre 1989 et 1991. 2 garçons de 10 et 13 ans et une petite fille de 11 ans. Pourquoi a-t-il revendiqué auprès de son codétenu l'enlèvement d'une petite fille de Mulhouse? Est-il possible que Michel Stock ait également tué Anaïs Marcelli? Alors qu'on n'avait plus aucune piste, l'affaire Anaïs semble relancée. Le dossier sur l'enlèvement et le meurtre d'Anaïs est réouvert. Une nouvelle information judiciaire débute le 13 février 2001. On va en Belgique pour recueillir le maximum d'éléments sur les pratiques de Stock. Les policiers français apprennent que Stock profitait de ses déplacements professionnels de routier pour enlever ses victimes. Et ils ont connaissance d'une information très importante. Michel Stock, chauffeur routier de son état, donc est venu en 1991 plusieurs reprises faire des livraisons sur Colmar. Donc Colmar est à 40 km de Mulhouse. Il revendique l'enlèvement, donc naturellement, pour nous, c'est une piste très très sérieuse. Les policiers belges racontent à leurs homologues français le mode opératoire de Michel Stock. Le routier trafiquait systématiquement le disque tachygraphe de son camion avant de passer à l'acte. Il était donc très difficile de retracer avec précision ses déplacements. En truquant le disque, le prédateur d'enfants se forgeait des alibis pour les jours de ses crimes. Comment savoir alors où Michel Stock se trouvait le 14 janvier 1991, le soir de la disparition d'Anaïs? Une seule chose est certaine, pour se rendre à Colmar, Stock a forcément emprunté la route nationale 66. Celle qui passe au col de Bussan où est retrouvé le corps d'Anaïs. Donc naturellement, ces éléments-là sont quand même assez intéressants. Les policiers français demandent alors aux autorités néerlandaises d'entendre Stock dans sa prison. Mais en septembre 2001, un événement brutal va empêcher les enquêteurs d'auditionner leurs suspects. Lors de travaux de peinture à la prison où il est incarcéré, il y a un incident
et il y a un incendie qui se propage, et lui est gravement brûlé, et en fin de compte, il décédera de ces brûlures, donc on ne pourra jamais l'entendre. Il sera donc désormais impossible d'établir si Michel Stock est ou non impliqué dans le meurtre d'Anaïs. Le 30 septembre 2002, un deuxième non-lieu est prononcé dans l'affaire Anaïs Marcely. Le dossier est une nouvelle fois refermé. Et il va falloir attendre 4 ans pour qu'un nouvel élément relance l'affaire. En 2006, un couple de dentistes de Mulhouse voit une émission à la télé qui parle d'un tueur en série qui s'appelle Francis Holm. Et ils se disent, c'est le gars qu'on a vu à l'époque de la disparition d'Anaïs, qui abordait un enfant rue du Sauvage à Mulhouse, en plein centre. Et ils pensent que c'est lui qui a enlevé Anaïs. Cette personne essayait de tirer un enfant avec le bras à côté d'une voiture. Une mère a crié et donc celui qui pouvait correspondre à Francis Holm est parti. Les policiers se lancent sur cette nouvelle piste. Est-il possible que Francis Holm soit impliqué dans le meurtre d'Anaïs ? Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, Francis Holm a tué des adultes, mais aussi des enfants. Et il a plusieurs fois donné la mort par étranglement. Donc c'est un personnage quand même qui interpelle dans le cadre de notre enquête. À partir de ce moment-là, on se penche sur les activités et surtout la localisation de Holm au mois de janvier 91. Les enquêteurs découvrent que la veille de la disparition d'Anaïs, Francis Holm se trouvait dans un centre de soins psychiatriques à Bayonne. Il y a été vu pour la dernière fois d'une fillette. Faute d'éléments à charge, Francis Holm n'est pas entendu par les enquêteurs. Cette piste est écartée. Maître Moser, l'avocat des parents d'Anaïs, demande alors que soit explorée une nouvelle piste, celle du tueur en série Michel Fourniret. Celui que l'on surnomme l'ogre des Ardennes est alors mis en examen pour les meurtres de 7 jeunes filles. Et donc je posais la question de savoir si éventuellement Michel Fourniret ne pourrait pas être impliqué dans ce crime concernant Anaïs. Des comparaisons génétiques sont faites entre les prélèvements effectués dans la camionnette du tueur en série et l'ADN de la mère d'Anaïs. Mais les résultats sont négatifs. Rien ne permet de relier Michel Fourniret au meurtre d'Anaïs. Mais pour Maître Moser, toutes ces vérifications tout de même étaient très utiles, car elles ont permis d'interrompre le délai de prescription. Et effectivement, j'ai tenté de faire en sorte qu'il y ait régulièrement des actes interruptifs de prescription pour que je puisse obtenir la réouverture du dossier. Légard, on a vu que la mort accidentelle de Michel Stock dans l'incendie de sa prison a mis fin aux investigations sur son éventuelle implication dans le meurtre d'Anaïs. Pourquoi n'est-il pas possible de continuer à enquêter sur cette piste ? Comme en matière pénale, l'enquête vise à identifier la personne qui a effectivement commis ou participé à la commission d'une infraction, elle seule peut être poursuivie. On parle du caractère personnel de la responsabilité pénale. Et la conséquence de ce principe fondamental, c'est que le décès de la personne poursuivie emporte l'arrêt des investigations, mais seulement à son encontre. Si les investigations ciblent d'autres personnes suspectes, alors elles se poursuivront à leur égard. Et pour revenir à notre affaire, le décès de Michel Stock met fin à l'enquête qui visait à établir si oui ou non il avait pu commettre le meurtre d'Anaïs Marcely. Dans cette affaire, il y a eu plusieurs non-lieux, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, les différents juges d'instruction ont décidé de clôturer le dossier. Pourquoi, selon vous, les magistrats ne l'ont-ils pas laissé ouvert ? Mais parce qu'un juge d'instruction ne peut pas faire des investigations de manière indéfinie. Alors lorsqu'il estime qu'il a fait le tour de son enquête, qu'il n'y a plus matière à réflexion, et même si l'auteur des faits demeure non identifié, le juge d'instruction peut décider de clôturer l'information en rendant une ordonnance de non-lieu. On sent bien que dans cette affaire, Maître Moser, l'avocat des parents d'Anaïs, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher le délai de prescription de courir. Il parle d'actes interruptifs de prescription. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Dans les affaires criminelles, si rien n'est fait pendant un certain délai établi par la loi et qu'on appelle délai de prescription, qui était de 10 ans à l'époque des faits, on considère qu'il y a un désintérêt tel pour l'affaire qu'il n'est plus nécessaire de poursuivre l'auteur des faits.
Le risque, lorsque la prescription est acquise, c'est donc l'impunité du coupable. Alors pour éviter cette situation, on a pensé à une solution. Chaque fois qu'un acte d'investigation est ordonné, le délai de prescription est interrompu et repart à zéro. C'est ce fameux acte interruptif de prescription. Et pour revenir à notre affaire, l'avocat a également un rôle à jouer dans ce cas de figure, puisqu'il peut pression sur un témoin pour que ce témoin modifie sa déposition quant à l'emploi du temps de Bernard au moment du crime. Alors, c'est quand même un élément clé de l'enquête. Je veux savoir si cette tentative de subornation de témoin a existé, et si oui, pourquoi, dans quel but, dans quel esprit. Pour Maître Moser, l'hypothèse de la culpabilité du grand-père n'a pas été assez fouillée. Il ébauche aujourd'hui un scénario du crime. Anaïs a été vue pour la dernière fois à 200 mètres de chez elle, le soir du 14 janvier 1991. Selon l'avocat, elle serait bien rentrée dans son immeuble ce soir-là. Mais avant de monter au 2e étage dans son appartement, elle serait passée voir son grand-père. Anaïs rentre de l'école, arrive donc au rez-de-chaussée, va dire un petit bonjour à son papy. Et d'ailleurs, à ce moment-là, elle conditionnelle toujours, elle enlèverait son anorak, ses bottes, son cartable qu'on n'a jamais retrouvé. Connaissant le profil du grand-père, Maître Moser imagine ce qui aurait pu se passer le soir du meurtre. Ce grand-père ayant une personnalité, une sexualité très tourmentée, aurait, conditionnelle toujours, aurait eu un geste déplacé vis-à-vis de l'enfant. L'enfant se serait rebiffé. Donc, c'est dans ces conditions que l'enfant aurait perdu la vie, parce qu'elle aurait voulu crier, vu l'agression sexuelle imputable au grand-père, et pour la faire taire, eh bien, on met la main sur la bouche, et puis ensuite, ma foi, et malheureusement, manœuvre de strangulation. Bernard aurait ensuite caché le corps d'Anaïs dans un garage situé dans la cour de l'immeuble, près de ses locaux, avant de le transporter au col du Buisson pendant la nuit. C'est une hypothèse de travail qui a intéressé les enquêteurs et qui n'a pas reçu confirmation. Et il s'agit de savoir si des investigations nouvelles pourront permettre de confirmer ou infirmer la thèse de l'éventuelle implication de Bernard dans le crime. Pour la première fois depuis la mort d'Anaïs, la juge d'instruction ordonne des expertises génétiques. Les scellés du dossier sont alors envoyés à un laboratoire bordelais. Dans les années 90, aucune analyse génétique n'avait été faite, puisque aucun laboratoire en France ne faisait ce type d'analyse. Les lettres du corbeau sont analysées. Un profil ADN masculin inconnu est identifié sur 2 enveloppes du scripteur anonyme. Alors l'ADN inconnu numéro 1 a été retrouvé sur la zone encollée du rabat de l'enveloppe. Et c'est intéressant justement puisque l'auteur a léché le rabat de l'enveloppe pour sceller l'enveloppe. On peut émettre l'hypothèse que l'ADN retrouvé sur le rabat de l'enveloppe soit l'ADN du corbeau. Un deuxième profil ADN masculin inconnu est également isolé sur la jupe, le débardeur et les ongles d'Anaïs. Une des hypothèses peut être que Anaïs était en contact avec une personne au moment de sa disparition et que cet ADN soit l'ADN de l'auteur des faits. Un troisième profil ADN, cette fois-ci féminin, est retrouvé sur le pull d'Anaïs. 24 ans après la mort d'Anaïs, les experts semblent enfin tenir l'ADN du ou des présumés coupables. Ils comparent ces 3 profils génétiques à l'ADN des proches d'Anaïs, sans résultat. Ce qu'on a conclu, c'est que l'ADN de Bernard ne correspondait pas aux ADN inconnus mis en évidence à partir des courriers et à partir des vêtements retrouvés sur Anaïs. Les ADN isolés sont versés au fichier national automatisé des empreintes génétiques. Mais la comparaison ne donne rien. Se fondant en partie sur ces résultats ADN, le policier en charge des investigations conclut dans un procès-verbal de synthèse rendu le 9 mai 2018 à l'innocence de Bernard. Ce policier dit en substance ceci, il dit la suspicion dirigée contre Bernard résulte uniquement des élucubrations verbales
du juge d'instruction. Cette démarche de l'enquêteur me paraît totalement déraisonnable, acrobatique au plan intellectuel. Je la déplore. Ce policier met totalement hors de cause Bernard, sans indiquer les raisons pour lesquelles il est mis hors de cause. Et dans son rapport, le policier se lance sur une toute nouvelle piste. Bouquet de ce rapport de synthèse, qui est d'ailleurs très bref, 4 pages. Ce policier met en cause un individu qui s'appelle Guardo, qui est décédé en 1999, qui était un pervers sexuel, qui habite en région parisienne, et selon ce policier, cet individu serait vraisemblablement l'auteur du crime. Ce n'est qu'après la mort de Raymond Guardo que sa fille Lydia a publié un ouvrage dans lequel elle raconte les viols et les sévices de son père. Cette affaire intéresse l'enquêteur, car les viols décrits par Lydia Guardo rappellent de près les faits évoqués dans les lettres de revendication du Corbeau. L'ADN de Raymond Guardo est comparé à celui trouvé sur les scellés, mais il n'y a pas de correspondance. Aujourd'hui, l'enquête sur le meurtre d'Anaïs est à nouveau dans l'impasse. On l'a vu, les ADN qui ont été isolés sur les vêtements et sur le corps d'Anaïs Marcelli ne correspondent pas à celui du grand-père d'Anaïs. Jean-Marc, est-ce que cela l'innocente pour autant? Non, il faut prendre ces résultats avec une extrême prudence. Ces ADN ne sont pas forcément liés à notre affaire. En 1991, quand le corps d'Anaïs a été découvert, on mesurait à peine l'importance qu'aurait la génétique dans les enquêtes criminelles. Alors les enquêteurs manipulaient les scellés sans précaution particulière. En revanche, l'ADN masculin isolé sur le rabat de l'enveloppe est sans doute plus parlant. Oui, on voit mal qui d'autre que le scripteur, le corbeau, ait pu coller le rabat de cette enveloppe. Mais Arnaud, rien ne dit que le corbeau et le tueur soient une seule et même personne. Il y a aujourd'hui 3 pistes privilégiées à côté de l'éventuelle culpabilité du grand-père. Il y a celle de Michel Stock, le tueur en série d'enfants, retrouvé mort dans l'incendie de sa prison, et celle de Raymond Guardo, qui a torturé et violé son fils et ses filles. Commençons par Michel Stock. Que pensez-vous de cette piste ? Il a incontestablement un bon profil. Il est connu pour avoir déjà enlevé et tué des enfants du même âge que celui d'Anaïs. Et puis il connaît bien la région de Mulhouse. Il y fait de fréquentes livraisons. Et puis dernier élément, il est chauffeur routier. Or, on sait que le corps d'Anaïs a été découvert au haut d'un mur de soutènement de la route nationale qui mesure 4 mètres de haut. Or, ce chauffeur routier a très bien pu faire passer le corps de l'enfant de la cabine de son camion au haut de ce mur sans attirer l'attention de personne. La dernière piste qui ressort des investigations les plus récentes est celle de Raymond Guardo. Cet homme décédé en 1999 en région parisienne a pendant de nombreuses années violé et torturé ses enfants. Le policier, qui a enquêté dans le cadre de la réouverture de l'instruction, conclut dans son rapport de synthèse que Raymond Guardo pourrait être le tueur d'Anaïs. Qu'en pensez-vous, Jean-Marc ? Eh bien, je ne vois pas du tout ce que vient faire Raymond Guardo dans notre affaire. Il est connu pour être un tyran domestique. Il s'en est pris à ses enfants, à ses petits-enfants, mais jamais à des gens étrangers à sa famille. Non, pour moi, cette piste ne tient pas la route. Elle n'est pas crédible. Le policier en charge des dernières investigations réfute totalement l'hypothèse de la culpabilité du grand-père en disant qu'elle ne repose que sur les élucubrations du juge d'instruction. Qu'est-ce que cela vous inspire, Jean-Marc ? 2 choses. C'est insensé et déloyal qu'un policier, officier de police judiciaire, commandant de police qui plus est, s'en prenne ainsi à un magistrat instructeur. Et puis, les soupçons qui pèsent contre le grand-père proviennent de l'enquête effectuée par le service de police judiciaire auquel appartenait ce commandant de police. Non, Arnaud, j'ai vraiment l'impression que dans cette affaire, on n'est jamais allé au bout des choses. Et j'ai le sentiment que si on s'en donne les moyens, cette affaire peut encore aboutir. Il n'y a pas un seul jour où je me lève où je pense pas à ma fille, quoi. Pas un seul jour. C'est pour ça qu'on ne veut pas baisser les bras et que je ne baisse pas les bras parce que je pense que la vérité, elle est autour de nous, quoi. Elle est pas loin, quoi. Les parents d'Anaïs attendent le jour où l'assassin de leur fille
sera identifié. Et j'aimerais qu'il ait un sursaut de conscience. S'il me voit, s'il m'entend, dans le cadre de cette émission, eh bien, je le supplie, très simplement, de dire la vérité et de libérer les parents d'Anaïs et de respecter la mémoire d'une petite fille. Voilà ce que je voudrais dire. C'est quand même difficile à croire que personne n'ait rien vu, rien entendu, que il y a peut-être des témoignages de gens qui n'ont rien dit. Jusqu'à aujourd'hui, ça s'est déjà vu, des gens qui ont gardé pour eux quelque chose, quoi. Pour Martine, ne pas avoir réussi à protéger sa fille est une souffrance permanente. Je lui disais tous les jours en partant, quand elle allait le matin à l'école, je lui disais tu fais attention, hein, tu vas avec personne. Hein. Et je me rappellerai toujours d'un jour où elle m'a dit mais maman, tu arrêtes, tu me dis ça tous les jours tu me dis ça. Et je dis oui Anaïs, je te le dis tous les jours et je te le dirai encore. Anaïs aurait aujourd'hui 38 ans, elle aurait peut-être des enfants, elle aimerait sans doute encore essayer des vêtements avec sa maman et ferait toujours rire son père. Mais Anaïs est morte quand elle avait 10 ans seulement. Cette petite fille ne sera jamais une femme, excepté dans les rêves de ses parents, qui n'ont jamais cessé de vivre avec elle en pensée. Des parents qui espèrent chaque jour savoir ce qui est arrivé à leur enfant et qui a brisé à jamais leur existence. We're in the back.
sun is falling, speed in the black. Nobody driving, we're in the back to the end of the world. Tides will rise, tides will fall with the gravity of you to the end of the world. Fortune teller, deck in her hand. Fool Arcana lives on the land. The gravity of you, the gravity of you. Tides will rise, tides will fall. It'll always be true. Tides will rise, tides will fall. There's nothing we can do. How many suns? We don't know. Our supernova tells us when we have to go. To the end of the world.
be